le mensonge qui t'a brisé le cœur. Si tu es ici en ce moment, c'est probablement parce que quelque part, au fond de toi, il y a cette question qui te hante, cette question qui te réveille à 3 heures du matin, le cœur serré. Cette question que tu n'oses poser à personne, parce que tu as peur de paraître faible, désespéré, ou pire encore, folle. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Et voici ce qui te déchire. Il dit qu'il t'aime. Il prononce ces mots, peut-être même tous les jours. Mais quelque chose en toi, cette voix intuitive que tu as appris à ignorer, te murmure que quelque chose ne va pas. Ses actions ne correspondent pas à ses paroles. Son regard ne plonge jamais vraiment dans le tien. Sa présence te fait te sentir plus seul que lorsque tu es véritablement seul. Et tu commences à te demander, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis trop exigeante, trop sensible, trop brisée pour reconnaître l'amour quand il est là? Laisse-moi te dire quelque chose qui va peut-être te bouleverser. Non, tu n'es pas folle. Et non, tu n'es pas trop exigeante. Ce que tu ressens, cette dissonance entre ce qu'on te dit et ce que tu vis, Carl Jung l'a expliqué il y a près d'un siècle. Et comprendre cela va transformer non seulement ta relation actuelle, mais toute ta compréhension de l'amour. Car voici la vérité brutale que personne ne te dit. On t'a menti sur l'amour. Depuis ton enfance, à travers les contes de fées, les films, les chansons, et peut-être même à travers les modèles relationnels dysfonctionnels que tu as observés dans ta propre famille, on t'a enseigné une version de l'amour qui n'a rien à voir avec le véritable amour. On t'a appris que l'amour, c'est la passion dévorante, les montagnes russes émotionnelles, le drame, les réconciliations déchirantes après les disputes explosives. On t'a appris que si tu ne souffres pas, ce n'est pas vraiment de l'amour. Et pendant ce temps, le véritable amour, celui que ton âme cherche désespérément, passait peut-être à côté de toi, sans que tu le reconnaisses, parce qu'il ne ressemblait pas à ce qu'on t'avait promis. Je m'appelle Noam, et depuis plus de 10 ans, j'étudie la psychologie de Carl Jung et son application aux relations modernes. Et ce que j'ai découvert m'a non seulement libéré de mes propres schémas toxiques, mais a transformé la vie de milliers de personnes qui, comme toi, cherchaient des réponses. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 8 signes psychologiques et spirituels qu'un homme t'aime vraiment. Pas l'amour toxique, pas l'amour narcissique, pas l'amour conditionnel qui te garde petite et dépendante, mais l'amour authentique, conscient, celui qui honore ton âme et nourrit ton évolution. Et je te préviens, certains de ces signes vont te déranger, parce qu'ils vont te forcer à regarder en face tes relations passées et présentes, avec une clarté impitoyable. Mais c'est exactement cette clarté qui va te libérer. Alors si tu es prête à lâcher les illusions et à embrasser la vérité, reste avec moi. Parce que ce que tu vas découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien changer le cours de ta vie amoureuse, pour toujours. Pourquoi tes relations passées ont échoué? Avant de parler de ce qu'est le véritable amour, il faut comprendre pourquoi tu as peut-être passé des années, voire des décennies, à chercher l'amour au mauvais endroit. Et surtout, pourquoi ce n'est absolument pas ta faute. Carl Jung a découvert quelque chose de fascinant sur la psyché humaine. Nous sommes tous gouvernés par ce qu'il appelle l'inconscient. Et cet inconscient, particulièrement celui qui s'est formé dans ton enfance, dicte la majorité de tes choix relationnels sans que tu en aies la moindre conscience.
Voici comment cela fonctionne. Imagine une petite fille, appelons-la Maya. Maya a grandi dans une famille où son père est physiquement présent, mais émotionnellement absent. Il travaille constamment. Quand il rentre à la maison, il est fatigué, irritable, indisponible. La mère de Maya compense cette absence en devenant surprotectrice et anxieuse. Maya apprend inconsciemment plusieurs choses. Premièrement, que l'amour masculin est quelque chose qu'il faut mériter par la perfection. Deuxièmement, que l'indisponibilité émotionnelle est normale chez un homme. Troisièmement, que son rôle à elle est de ne pas déranger, de ne pas être trop exigeante, de se contenter des miettes d'attention qu'on veut bien lui donner. Fast forward 30 ans. Maya est maintenant une femme accomplie professionnellement. Elle a fait une thérapie. Elle lit des livres de développement personnel. Elle sait intellectuellement qu'elle mérite mieux. Et pourtant, encore et encore, elle se retrouve attirée par des hommes émotionnellement indisponibles. Elle rencontre Mark. Mark est charmant, intelligent, ambitieux. Mais il est toujours occupé. Il répond à ses messages avec 6 heures de retard. Il annule leur rendez-vous à la dernière minute pour des urgences professionnelles. Et quand Maya exprime sa frustration, il la rassure. « Je t'aime, bébé. Tu sais à quel point mon travail est important. Tu es tellement compréhensive. C'est pour ça que je t'aime. » Et Maya se sent coupable d'avoir osé se plaindre. Elle se dit qu'elle est trop exigeante. Après tout, il lui dit qu'il l'aime. N'est-ce pas suffisant? Non, ce n'est pas suffisant. Et voici pourquoi. Jung a découvert que nous reproduisons inconsciemment les schémas de notre enfance dans une tentative désespérée de les guérir. Maya n'est pas attirée par Mark, malgré son indisponibilité émotionnelle. Elle est attirée par lui à cause de celle-ci. Parce que son inconscient lui dit « Si tu arrives à faire en sorte que cet homme émotionnellement indisponible t'aime vraiment, tu pourras enfin guérir la blessure que ton père t'a infligée. » C'est ce que Jung appelle la compulsion de répétition. Et c'est l'une des forces les plus puissantes de la psyché humaine. Mais voici la partie la plus importante, celle que tu dois vraiment entendre. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas choisi ces schémas. Ils se sont imprimés en toi avant même que tu aies la capacité de choisir consciemment. Tu n'es pas faible, tu n'es pas stupide, tu n'es pas attiré par les mauvaises personnes parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Tu es attiré par elles parce que ton inconscient essaie désespérément de te ramener vers quelque chose de familier pour pouvoir enfin le transformer. Le problème, c'est que l'inconscient ne comprend pas que tu ne peux pas guérir ta blessure d'enfance en trouvant un partenaire différent. La seule façon de guérir cette blessure, c'est de la rendre consciente, de la voir, de la reconnaître, et de faire le choix conscient de ne plus la laisser diriger ta vie. Comme Jung l'a si parfaitement dit, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Mais il y a une bonne nouvelle. Non, il y a une nouvelle extraordinaire. Le fait que tu sois ici en train d'écouter ces mots signifie que quelque chose en toi s'est réveillé. Ton âme te pousse vers la conscience, vers la guérison, vers le véritable amour. Et c'est exactement ce processus d'éveil qui te permet maintenant de reconnaître les 8 signes du véritable amour. Parce que tu ne peux pas reconnaître l'amour authentique tant que tu es sous l'emprise de l'inconscient. Mais une fois que tu commences à voir clair, tout change. Alors respirons ensemble un instant.
si tu as ressenti un pincement au cœur en écoutant l'histoire de Maya, si des larmes sont montées à tes yeux, si tu as reconnu des parties de ta propre histoire dans la sienne, sache ceci, tu n'es pas seul. Des milliers, des millions de femmes ont vécu exactement la même chose. Et ce n'est pas une coïncidence. Nous vivons dans une société qui nous a collectivement conditionnés à accepter des miettes et à les appeler un festin. Mais ton réveil spirituel, ce moment précis où tu te demandes « Est-ce vraiment ça, l'amour ?» est le début de ta libération. Maintenant que nous avons compris pourquoi tes relations passées ont échoué, explorons ensemble les 8 signes psychologiques et spirituels qu'un homme t'aime vraiment. Et je te promets, ce que tu vas découvrir va changer ta vie. Signe 1. Il fait son propre travail sur l'ombre. Le premier signe qu'un homme t'aime vraiment, et peut-être le plus important de tous, c'est qu'il fait son propre travail sur ce que Carl Jung appelle l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre? C'est la partie de nous-mêmes que nous avons refoulée, niée, cachée dans les recoins sombres de notre psyché. Ce sont nos peurs, nos insécurités, notre colère refoulée, notre honte, notre jalousie, toutes ces émotions et traits de personnalité que nous jugeons inacceptables et que nous ne voulons pas reconnaître en nous. Le problème, comme Jung l'a découvert, c'est que tout ce que nous refoulons dans l'ombre ne disparaît pas. Au contraire, cela prend de la puissance dans l'obscurité et finit par se manifester de manière destructrice, particulièrement dans nos relations intimes. Voici comment cela se joue dans une relation. Imagine un homme qui n'a jamais fait de travail sur son ombre. Il n'a jamais vraiment regardé ses blessures d'enfance. Il n'a jamais exploré pourquoi certaines choses le déclenchent. Il n'a jamais pris la responsabilité de ses propres schémas émotionnels. Que se passe-t-il quand cet homme entre en relation avec toi? Il projette son ombre sur toi. Si cet homme a une peur profonde de l'abandon qu'il n'a jamais reconnu, il va devenir contrôlant et jaloux, et il va t'accuser d'être celle qui pourrait le quitter à tout moment. Si cet homme a une colère refoulée envers sa mère, il va projeter cette colère sur toi chaque fois que tu lui rappelles inconsciemment sa mère. Et voici le piège insidieux. Il va te faire croire que c'est toi le problème. Tu es trop sensible, tu es trop exigeante. Tu es celle qui crée les conflits. Et si tu n'as pas fait ton propre travail sur l'ombre, tu vas le croire. Tu vas commencer à te contorsionner, à te rendre plus petite, à marcher sur des œufs, dans une tentative désespérée de ne pas déclencher son ombre. Mais tu ne peux pas aimer quelqu'un qui refuse de regarder son propre reflet dans le miroir. Tu ne peux pas aimer quelqu'un qui fait de toi le dépositaire de toutes ces parts non guéries. Alors, comment reconnaître un homme qui fait son travail sur l'ombre? Il prend la responsabilité de ses émotions. Quand il est en colère, il ne dit pas « tu me rends fou ». Il dit « je me sens en colère en ce moment et j'ai besoin de comprendre d'où vient cette colère ». Il s'excuse sincèrement quand il a tort. Pas une excuse défensive du genre « je suis désolé que tu te sentes comme ça », mais une vraie prise de responsabilité. Je suis désolé, j'ai été blessant. Ce que j'ai dit venait de ma propre douleur, et ce n'était pas juste envers toi. Il est curieux de ses propres réactions. Au lieu de blâmer, il demande « Pourquoi est-ce que ça me dérange autant? D'où vient cette réaction disproportionnée ?» Il est en thérapie, ou fait un travail spirituel sérieux,
ou à des pratiques régulières d'introspection. Il ne prétend pas être parfait. Au contraire, il reconnaît ouvertement ses zones d'ombre et travaille activement à les intégrer. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Élise. Élise a passé 7 ans avec un homme qui refusait catégoriquement de regarder son ombre. Chaque fois qu'il était en colère, c'était de la faute d'Élise. Chaque fois qu'il était anxieux, c'était parce qu'Élise n'était pas assez rassurante. Chaque fois qu'il se sentait inadéquat dans sa carrière, il critiquait les choix professionnels d'Élise. Élise a fini par se perdre complètement dans cette relation. Elle ne savait plus qui elle était. Elle passait toute son énergie à essayer de ne pas déclencher son partenaire, à être la femme parfaite qui n'activerait jamais son ombre. Quand elle a finalement trouvé le courage de partir, elle s'est jurée de ne plus jamais accepter cela. Elle a fait son propre travail sur l'ombre. Elle a guéri ses blessures. Et 2 ans plus tard, elle a rencontré Thomas. Lors de leur 3e rendez-vous, ils ont eu un désaccord. Élise a senti son corps se tendre, se préparant à la défensive habituelle, aux accusations, au blâme. Mais au lieu de cela, Thomas a pris une grande respiration et a dit « Je me sens menacé en ce moment, et je reconnais que ma réaction est disproportionnée. J'ai besoin de quelques minutes pour comprendre d'où ça vient. » Il est allé marcher. Quand il est revenu, il a partagé. « J'ai réalisé que quand tu as remis en question mon choix, ça m'a rappelé comment mon père me critiquait constamment enfant. Ma réaction défensive n'avait rien à voir avec toi. Je suis désolé. » Élise m'a dit plus tard qu'à ce moment-là, elle a su qu'elle avait enfin trouvé un homme qui faisait son travail. Un homme avec qui elle pouvait construire quelque chose de réel. Parce qu'un homme qui fait son travail sur l'ombre ne fait pas de toi sa thérapeute. Il ne fait pas de toi sa mère. Il ne fait pas de toi son bouc émissaire. Il te voit comme une égale, une partenaire, une âme souveraine avec qui il co-crée une relation consciente. Et voici ce qui est beau. Quand un homme fait son propre travail sur l'ombre, il crée un espace où tu peux faire le tien. Il ne te punit pas pour tes parts d'ombre. Il les accueille avec compassion, sachant qu'il a lui-même des ténèbres qu'il continue d'intégrer. C'est ça, l'amour mature. C'est ça, l'amour conscient. 2 personnes qui ont le courage de regarder leurs propres ténèbres en face, non pas pour les éliminer, mais pour les intégrer, les comprendre, les transformer en sagesse. Alors demande-toi, est-ce que l'homme dans ta vie fait ce travail? Ou est-ce que tu portes le poids de son ombre en plus de la tienne? Signe 2. Il a intégré son anima. Le 2e signe qu'un homme t'aime vraiment est profondément lié au premier, mais il va encore plus loin. Il concerne un concept que Jung considérait comme essentiel à la maturité psychologique d'un homme, l'anima. L'anima dans la psychologie jungienne est la partie féminine intérieure de l'homme. C'est son côté émotionnel, intuitif, créatif, réceptif. C'est sa capacité à se connecter à ses sentiments, à l'art, à la beauté, à la vulnérabilité, à la tendresse. Dans notre société patriarcale, les hommes sont conditionnés dès l'enfance à rejeter leur anima. Les garçons ne pleurent pas. Ne sois pas une femmelette. Sois fort. Prends-toi en main. Tous ces messages poussent les hommes à refouler leur féminité intérieure dans les profondeurs de leur inconscient. Mais voici ce que Jung a découvert. Quand un homme n'a pas intégré son anima, il la projette sur les femmes autour de lui. Et cette projection crée des relations profondément dysfonctionnelles.
Il y a plusieurs façons dont cette projection se manifeste, et je parie que tu en as vécu au moins une. La première projection, c'est la femme idéalisée. L'homme qui n'a pas intégré son anima cherche une femme qui incarnera toutes les qualités féminines qu'il a refoulées en lui-même. Il veut qu'elle soit douce, nourrissante, intuitive, émotionnelle, tout ce qu'il ne s'autorise pas à être. Au début, cela peut sembler merveilleux. Il t'idolâtre. Tu es sa muse, sa déesse, sa raison de vivre. Mais très vite, tu commences à te sentir enfermé dans cette image. Parce que tu n'es pas juste douce, tu es aussi forte. Tu n'es pas juste intuitive, tu es aussi rationnelle. Tu n'es pas juste émotionnelle, tu es aussi une femme d'action. Mais chaque fois que tu montres une partie de toi qui ne correspond pas à sa projection idéalisée de l'anima, il est déçu, voire choqué. Tu n'es pas comme ça d'habitude. Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne peut pas voir ta complexité humaine, parce qu'il ne te voit pas vraiment. Il voit seulement sa propre anima projetée sur toi. La deuxième projection, c'est la femme dénigrée. C'est l'homme qui a tellement refoulé sa féminité intérieure qu'il la méprise. Il critique les femmes qui sont trop émotionnelles, trop sensibles, trop irrationnelles. Il valorise uniquement les qualités masculines traditionnelles chez une femme: l'ambition, la logique, la force, l'indépendance. Et tu te retrouves à devoir constamment prouver que tu n'es pas comme les autres femmes. Tu caches tes émotions. Tu fais semblant d'être toujours forte. Tu ne demandes jamais d'aide. Tu te masculinises pour être aimé de lui, et dans le processus, tu te perds complètement. La troisième projection, peut-être la plus dangereuse, c'est la femme comme mère de substitution. L'homme qui n'a pas intégré son anima cherche une femme qui prendra soin de lui émotionnellement comme sa mère le faisait, ou comme il aurait voulu que sa mère le fasse. Tu deviens sa thérapeute non rémunérée. Tu gères ses émotions. Tu l'apaises quand il est stressé. Tu devines ses besoins avant qu'il ne les exprime. Et si tu ne le fais pas, il se sent abandonné et te punit par le retrait émotionnel ou la colère passive-agressive. Maintenant, comparons cela avec un homme qui a intégré son anima. Un homme qui a intégré son anima est en contact avec ses propres émotions. Il peut pleurer, il peut être vulnérable. Il peut demander du soutien, il peut exprimer sa tendresse, sa sensibilité, sa créativité, sans se sentir menacé dans sa masculinité. Et parce qu'il est en contact avec sa propre féminité intérieure, il n'a pas besoin de te projeter dessus. Il peut te voir pour qui tu es vraiment, dans toute ta complexité humaine. Il aime quand tu es douce, mais il respecte aussi quand tu es féroce. Il apprécie ton intuition, mais il valorise aussi ton intelligence analytique. Il adore ta vulnérabilité émotionnelle, mais il admire aussi ta force et ta résilience. Il ne t'enferme pas dans une boîte étiquetée féminine, parce qu'il comprend que la féminité, comme la masculinité, existe sur un spectre. Tu peux être tout à la fois, et cela ne le menace pas. Cela le fascine. Laisse-moi te parler de Sophie. Sophie est ingénieure dans la tech. Elle adore son travail, elle est brillante, logique, ambitieuse. Mais elle est aussi profondément sensible, spirituelle, et parfois submergée par ses émotions. Son ex-petit ami, David, ne pouvait pas tenir ces deux aspects d'elle en même temps. Quand elle était dans son énergie professionnelle, forte et compétente, il l'aimait. Mais quand elle rentrait à la maison émotionnellement épuisée et avait besoin de pleurer, il était dégoûté. « Tu es tellement forte au travail, pourquoi tu es comme ça à la maison ?»
Elle se sentait coupée en deux. Au travail, elle était la version d'elle-même qu'il respectait. À la maison, elle devait cacher sa vulnérabilité émotionnelle pour ne pas le décevoir. Quand elle a rencontré Marc, tout était différent. Marc était un homme qui avait fait un travail profond sur son anima. Il méditait, il écrivait de la poésie, il était en contact avec ses émotions. Et quand Sophie lui a montré toute la gamme de qui elle était, ingénieure brillante et femme sensible, il n'a eu aucun problème à tenir ces deux vérités. « J'aime toutes les parties de toi, lui a-t-il dit. Ta force m'inspire, ta vulnérabilité me touche. Tu es un être humain complet, pas un archétype. » Pour la première fois de sa vie, Sophie s'est sentie vue, vraiment vue. Pas comme une projection, pas comme un idéal, pas comme une fonction, mais comme une personne entière, complexe, contradictoire et magnifique. C'est ça, l'amour d'un homme qui a intégré son anima. Il ne cherche pas une moitié qui le complétera. Il ne cherche pas une mère de substitution. Il ne cherche pas une muse sur laquelle projeter sa féminité refoulée. Il cherche une partenaire égale. Une femme entière avec qui il peut créer une relation consciente. Et voici le cadeau le plus précieux de tout. Quand un homme a intégré son anima, il crée un espace où tu peux intégrer ton propre animus, ta propre masculinité intérieure. Il n'est pas menacé par ta force, ton ambition, ton assertivité. Au contraire, il les célèbre, parce qu'il comprend que nous sommes tous les deux, masculin et féminin, yin et yang, lumière et ombre, et que le véritable amour n'est pas la fusion de deux moitiés, mais la danse sacrée de deux êtres entiers. Signe 3. Il crée la sécurité psychologique. Le troisième signe qu'un homme t'aime vraiment est peut-être le plus tangible au quotidien. Il crée ce que les psychologues appellent la sécurité psychologique. Qu'est-ce que la sécurité psychologique ? C'est la capacité à être pleinement toi-même, sans crainte de jugement, de rejet, de ridicule ou de punition. C'est savoir que tu peux exprimer tes émotions, tes besoins, tes peurs, tes désirs, sans que cela ne soit utilisé contre toi. Jung parlait de ce qu'il appelait le téménos, un mot grec signifiant un espace sacré et protégé. Dans la thérapie jungienne, le téménos est l'espace psychologique sécurisant, créé entre le thérapeute et le client, permettant à l'inconscient d'émerger sans danger. Dans une relation amoureuse authentique, ce téménos existe entre les deux partenaires. C'est un sanctuaire émotionnel où tu peux laisser tomber tous tes masques, toutes tes défenses, et être vu dans ta vulnérabilité la plus brute. Mais voici la réalité brutale. La plupart des relations n'offrent pas cette sécurité psychologique. Au contraire, elles sont des champs de mines émotionnelles où tu dois constamment surveiller ce que tu dis, comment tu le dis, quand tu le dis, pour ne pas déclencher une réaction. Pense à ces relations où tu mesures chaque mot, où tu te demandes constamment « Est-ce que je peux lui dire ça? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce qu'il va se fâcher ?» Tu marches sur des œufs, et au fil du temps, tu deviens une version de plus en plus petite et étouffée de toi-même. Ou pense à ces relations où chaque fois que tu exprimes un besoin ou une émotion difficile, ton partenaire le retourne contre toi. Tu dis « Je me sens seul » quand tu passes tous tes week-ends avec tes amis. Et il répond « Tu es tellement collante, tu ne peux pas être indépendante. » Tu exprimes de la douleur et tu es puni pour cette vulnérabilité. Ce n'est pas de la sécurité psychologique. C'est de l'abus émotionnel. Maintenant,
Imagine une relation différente. Tu rentres chez toi après une journée horrible. Tu es à bout, tu as envie de pleurer, et tu peux simplement te laisser aller. Tu n'as pas à te composer un visage. Tu n'as pas à prétendre que tout va bien. Tu peux être un désastre émotionnel, et il te tient simplement. Il ne te dit pas « calme-toi ». Il ne te dit pas « tu exagères ». Il ne fait pas de ta douleur quelque chose à propos de lui. Il reste présent. Il crée l'espace pour que tu ressentes ce que tu ressens. Ou imagine que tu as besoin de lui parler de quelque chose de difficile dans votre relation. Quelque chose qu'il a fait qui t'a blessé. Tu as peur d'en parler parce que tu ne veux pas créer de conflit. Mais quand tu trouves enfin le courage de le faire, il ne devient pas défensif. Il ne minimise pas tes sentiments. Il écoute vraiment. Il te remercie d'avoir partagé. Il prend la responsabilité de son impact, même si ce n'était pas son intention. C'est ça, la sécurité psychologique. Et voici pourquoi c'est si crucial. Sans sécurité psychologique, il ne peut pas y avoir d'intimité véritable. L'intimité nécessite la vulnérabilité, et la vulnérabilité nécessite la confiance, que tu ne seras pas blessé quand tu te montres sans défense. Jung disait que la relation thérapeutique devait offrir cette sécurité précisément parce que la plupart des gens n'ont jamais connu cet espace dans leur vie. Leurs parents n'étaient pas sécurisants. Leurs partenaires ne sont pas sécurisants. Ils ont appris à se protéger, à se cacher, à porter des masques en permanence. Et maintenant, des décennies de recherche en psychologie de l'attachement confirment ce que Jung savait intuitivement. Les relations les plus saines et les plus satisfaisantes sont celles où les deux partenaires se sentent en sécurité pour être complètement eux-mêmes. Laisse-moi te raconter l'histoire de Léa. Léa a grandi dans une famille où exprimer des émotions négatives était inacceptable. Arrête de pleurer, ou je te donnerai une raison de pleurer, était la phrase favorite de sa mère. Elle a appris à enfouir ses émotions profondément à l'intérieur. Cette habitude l'a suivie dans sa vie adulte. Dans ses relations, elle était toujours la fille cool. Jamais trop exigeante, jamais trop émotionnelle, toujours positive et accommodante. Et les hommes adoraient ça au début, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ne la connaissaient pas vraiment, parce qu'elle ne leur montrait jamais rien de réel. Puis elle a rencontré Alexandre. Au début, elle a joué le même rôle, la fille cool qui ne dérange jamais. Mais Alexandre a vu à travers. « Tu ne me laisses jamais t'approcher vraiment, » lui a-t-il dit un jour. « Je sens que tu caches quelque chose, et je veux connaître cette partie de toi aussi. » Léa a paniqué. Personne ne lui avait jamais demandé cela avant. Mais Alexandre a créé un espace si sécurisant, si patient, si non jugeant, que petit à petit, elle a commencé à laisser tomber ses défenses. La première fois qu'elle a pleuré devant lui, elle s'est excusée frénétiquement. « Je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis ridicule. » Alexandre l'a simplement prise dans ses bras et a dit « Tu n'as pas à t'excuser d'être humaine. Je suis honoré que tu me fasses assez confiance pour me montrer cette partie de toi. » Ce moment a changé leur relation pour toujours. Parce que pour la première fois de sa vie, Léa a expérimenté ce que signifie être en sécurité émotionnelle avec quelqu'un. Et cette sécurité a ouvert un niveau d'intimité qu'elle n'avait jamais imaginé possible. Alors comment reconnaître si un homme crée vraiment cette sécurité psychologique? Il ne te punit jamais pour ta vulnérabilité. Quand tu pleures,
Il ne dit pas « encore » ou « qu'est-ce qu'il y a maintenant ?» Il reste présent avec ta douleur. Il accueille tes émotions difficiles sans essayer de les réparer immédiatement. Il comprend que parfois, tu n'as pas besoin qu'il résolve tes problèmes. Tu as juste besoin qu'il les tienne avec toi. Il ne retient jamais tes confidences contre toi. Ce que tu lui partages dans un moment de vulnérabilité ne devient jamais une arme lors d'une dispute. Il crée un environnement où tu peux dire « je me sens blessé » sans qu'il ne le prenne comme une attaque personnelle. Et voici le test ultime. Tu peux être en désaccord avec lui sans craindre qu'il ne se retire émotionnellement, ne devienne hostile ou ne menace de partir. Car c'est ça, la vraie sécurité. Savoir que même quand c'est difficile, même quand vous n'êtes pas d'accord, même quand tu n'es pas à ton meilleur, il reste là. Il ne t'abandonne pas émotionnellement. Signe 4. Il soutient ton individuation. Le 4e signe qu'un homme t'aime vraiment touche au cœur même de la psychologie jungienne, le concept d'individuation. L'individuation, pour Jung, est le processus de devenir qui tu es vraiment censé être. C'est le voyage pour réaliser ton plein potentiel, pour intégrer toutes les parties de toi-même, pour incarner ton soi authentique plutôt que de vivre selon les attentes des autres. C'est peut-être le processus le plus important de toute une vie. Et voici ce que Jung savait, et que beaucoup de gens ignorent encore. Une relation peut soit soutenir ton individuation, soit l'entraver. Dans une relation toxique, ton partenaire a besoin que tu restes petite, que tu restes la même, que tu ne grandisses pas trop, que tu ne changes pas trop, que tu ne deviennes pas trop puissante, parce que ton expansion menace son sentiment de contrôle ou de sécurité. Pense à ces relations où chaque fois que tu exprimes un nouveau rêve, un nouveau désir, une nouvelle facette de toi-même, ton partenaire réagit avec peur, colère ou sabotage. Tu dis « je veux retourner à l'école » et il répond « mais qui va s'occuper de la maison ?» Tu dis « je veux lancer mon entreprise » et il trouve 1000 raisons pour lesquelles ça ne marchera pas. Tu dis « j'ai besoin de plus de temps seul pour me reconnecter à moi-même » et il t'accuse d'être égoïste ou distante. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, c'est du contrôle. C'est la peur qu'en devenant plus pleinement toi-même, tu n'aies plus besoin de lui. Et voici la tragédie. Tant de femmes, particulièrement celles qui se réveillent spirituellement, se retrouvent dans cette situation. Elles commencent à s'éveiller, à voir plus clair, à vouloir plus pour leur vie. Et leurs partenaires résistent à chaque étape, parce qu'ils ont peur de perdre la version d'elles qu'ils connaissent et contrôlent. Maintenant, imagine l'opposé. Imagine un homme qui non seulement permet ton individuation, mais qui la célèbre activement, qui te pousse à grandir même quand c'est inconfortable pour lui, qui voit ton expansion non comme une menace, mais comme une bénédiction. C'est un homme qui dit « Je vois cette lumière en toi qui veut briller plus fort. Comment puis-je te soutenir ?» C'est un homme qui te challenge quand tu te fais petite par habitude, qui te rappelle ton pouvoir quand tu l'oublies, qui croit en tes rêves même quand toi-même tu doutes. C'est un homme qui comprend que ton épanouissement n'est pas une menace à votre relation. C'est ce qui la nourrit. Parce qu'une femme qui devient plus pleinement elle-même apporte plus de passion, plus de créativité, plus de joie dans la relation, pas moins. Jung disait que le but ultime de l'individuation est de devenir qui nous sommes vraiment censés être,
de réaliser notre vocation unique dans cette vie. Et il croyait qu'une relation mature devrait servir ce but pour les deux partenaires. Ce n'est pas toi et moi contre le monde. Ce n'est pas je t'aime tellement que je veux fusionner avec toi. C'est je t'aime tellement que je veux que tu deviennes la plus haute version de toi-même, et je vais tenir cet espace sacré pendant que tu le fais. Laisse-moi te parler d'Isabelle. Isabelle était artiste, mais pendant ses 15 ans de mariage avec son ex-mari, elle avait complètement abandonné son art. Ils n'étaient jamais ouvertement opposés, mais il y avait toujours quelque chose de plus important. Les enfants avaient besoin d'elle. La maison avait besoin d'entretien. Son art était vu comme un hobby égoïste, pas comme une partie essentielle de son âme. Isabelle s'est éteinte petit à petit. Elle fonctionnait, mais elle n'était plus vraiment vivante. Et quand elle a essayé d'en parler à son mari, il a dit « Tu as tout. Pourquoi tu n'es pas heureuse ?» Après le divorce, Isabelle a commencé un long processus de redécouverte de soi. Elle a recommencé à peindre. Et avec chaque coup de pinceau, elle se sentait revenir à la vie. Son individuation avait été gelée pendant 15 ans, et maintenant, elle dégelait enfin. 3 ans plus tard, elle a rencontré Gabriel. Au début, elle était terrifiée de lui parler de son art. Elle s'attendait à la même réaction de son ex. Mais quand elle lui a montré son atelier, Gabriel a été émerveillé. « C'est incroyable, » a-t-il dit. « Comment puis-je te soutenir dans cela ?» Il n'a pas demandé si elle gagnait de l'argent avec son art. Il n'a pas suggéré que c'était juste un hobby. Il a immédiatement reconnu que c'était une partie essentielle de qui elle était. Quand Isabelle a eu l'opportunité d'une résidence artistique de 3 mois dans un autre pays, elle a eu peur de lui en parler. 3 mois, c'est long. Mais Gabriel n'a pas hésité une seconde. « Tu dois y aller. C'est ton rêve. Je serai là quand tu reviendras. » C'est ça, aimer quelqu'un assez pour soutenir son individuation, même quand c'est inconfortable pour toi. C'est reconnaître que ton partenaire n'est pas là pour te servir ou pour remplir tes besoins. Elle est là pour réaliser sa propre destinée, et tu as le privilège d'être témoin et soutien de ce voyage. Et voici ce qui est magique. Quand les deux partenaires soutiennent mutuellement leur individuation, la relation devient infiniment plus riche. Parce que vous apportez constamment de nouvelles dimensions de vous-même dans la relation. Vous évoluez ensemble, mais pas de manière codépendante. Vous grandissez ensemble tout en restant des individus souverains. Jung l'a appelé le conjunctio, l'union sacrée de 2 personnes individuées. Ce n'est pas possible quand l'un garde l'autre petit. C'est seulement possible quand les deux se soutiennent mutuellement pour devenir qui ils sont vraiment. Signe 5. Ils communiquent consciemment. Le 5e signe qu'un homme t'aime vraiment est ancré dans quelque chose que Jung considérait comme essentiel à toute relation profonde, la communication consciente. Jung parlait souvent de la relation comme d'un miroir. Ton partenaire reflète des aspects de toi-même que tu ne vois pas, et toi, tu reflètes des aspects de lui qu'il ne voit pas. C'est ce que Jung appelait la projection mutuelle. Le problème, c'est que la plupart des gens réagissent à ces miroirs avec défensivité, colère ou déni. Quand ton partenaire te montre quelque chose en toi que tu ne veux pas voir, ta première réaction est de le blâmer ou de rejeter ce qu'il dit. Mais un homme qui communique consciemment utilise ces moments de miroir
comme des opportunités de croissance, plutôt que comme des batailles à gagner. Voici à quoi ressemble la communication inconsciente. Tu dis à ton partenaire « Je me suis senti blessé quand tu as fait cette blague sur moi devant tes amis. » Il répond immédiatement de manière défensive. « C'était juste une blague. Tu es trop sensible. Tu ne peux jamais rien prendre à la légère. » Maintenant, non seulement il n'a pas entendu ta douleur, mais il t'a fait sentir que le problème, c'est toi, ta sensibilité, ta réaction, pas son comportement. C'est de la communication toxique, et elle détruit l'intimité pierre par pierre. Comparons cela avec la communication consciente. Tu dis la même chose. Je me suis senti blessé quand tu as fait cette blague sur moi, devant tes amis. Un homme qui communique consciemment prend une respiration. Il ne réagit pas immédiatement. Il écoute vraiment. Puis il répond « Je peux entendre que je t'ai blessé. Ce n'était pas mon intention, mais je comprends que l'impact est ce qui compte. Peux-tu m'aider à comprendre pourquoi cette blague en particulier t'a touché? Tu vois la différence? Il n'est pas devenu défensif. Il n'a pas minimisé tes sentiments. Il n'a pas fait de ta douleur quelque chose à propos de lui. Il a créé un espace pour comprendre. Et dans cet espace de compréhension, quelque chose de profond peut se passer. Peut-être que tu réalises que cette blague t'a rappelé comment ton père te rabaissait enfant. Peut-être qu'il réalise que faire des blagues aux dépens des autres est une habitude défensive qu'il a développée pour masquer sa propre insécurité. Soudainement, ce n'est plus « moi contre toi ». C'est nous deux explorant ensemble ce qui s'est passé, apprenant l'un de l'autre, grandissant ensemble. La communication consciente a plusieurs caractéristiques clés. Premièrement, elle utilise des « je » plutôt que des « tu ». Au lieu de « tu me négliges toujours », elle dit « je me sens seul quand nous ne passons pas de temps de qualité ensemble ». Cela enlève le blâme et se concentre sur l'expérience personnelle. Deuxièmement, elle fait la distinction entre intention et impact. Un homme qui communique consciemment peut dire « Je comprends que je t'ai blessé, même si ce n'était pas mon intention. L'impact de mes actions est ce qui compte. » Troisièmement, elle reste curieuse plutôt que défensive. Au lieu de « Non, tu as tort », elle demande « Aide-moi à comprendre ton expérience. » Quatrièmement, elle reconnaît ses propres déclencheurs. Un homme conscient peut dire « Je remarque que je deviens défensif maintenant, et je pense que c'est parce que tu me rappelles ma mère quand elle me critiquait. Mais je sais que tu n'es pas ma mère, et je veux t'entendre vraiment. » Cinquièmement, elle fait de la place pour la réparation. La communication consciente n'exige pas la perfection. Elle reconnaît que nous allons tous nous blesser mutuellement parfois. Ce qui compte, c'est comment nous réparons ces ruptures. Laisse-moi te raconter l'histoire de Camille et Lucas. Camille avait grandi dans une famille où les conflits signifiaient des cris, des portes qui claquent, des jours de silence punissants. Elle avait développé une phobie du conflit et évitait toute conversation difficile à tout prix. Lucas, lui, avait grandi dans une famille où personne ne communiquait vraiment. Les émotions étaient enfouies et les problèmes n'étaient jamais abordés. Ils ne savaient même pas comment nommer ce qu'ils ressentaient. Quand ils se sont rencontrés, ils étaient attirés l'un par l'autre, précisément à cause de ces blessures complémentaires. Camille aimait que Lucas ne crée jamais de conflit. Lucas aimait que Camille ne lui demande jamais de parler de ses sentiments.
mais après 2 ans ensemble, leur relation était devenue stagnante. Ils vivaient ensemble, mais ne se connectaient plus vraiment. Et tous les deux se sentaient terriblement seuls. C'est quand ils ont commencé à apprendre la communication consciente que tout a changé. Au début, c'était maladroit, inconfortable, parfois douloureux. Camille a dû apprendre à exprimer ses besoins, même quand elle avait peur du conflit. Lucas a dû apprendre à identifier et nommer ses émotions, même quand c'était terrifiant. Il y a eu des moments où Lucas est retombé dans le silence, des moments où Camille a eu une crise de panique au milieu d'une conversation difficile. Mais la différence, c'est qu'ils ont appris à se tenir mutuellement à travers ces moments. Lucas apprenait à dire « Je me sens dépassé en ce moment. J'ai besoin de 20 minutes pour respirer, et ensuite je reviendrai, et nous continuerons cette conversation. Je ne te quitte pas. » Camille apprenait à dire « J'ai peur que tu sois en colère contre moi. Peux-tu me rassurer que nous allons traverser cela ensemble ?» 5 ans plus tard, leur relation est méconnaissable. Ils ont des conversations profondes, honnêtes, vulnérables régulièrement. Ils peuvent se dire des vérités difficiles avec amour. Ils peuvent être en désaccord, sans que cela ne menace leur connexion. Et ils me disent tous les deux que la communication consciente a sauvé leur relation et transformé leur vie. Parce que voici la vérité. Tu ne peux pas avoir une relation consciente sans communication consciente. Tu ne peux pas avoir d'intimité réelle sans la capacité de te montrer vulnérable et d'entendre la vulnérabilité de l'autre. Tu ne peux pas grandir ensemble si tu ne peux pas parler de ce qui se passe vraiment. Alors demande-toi, est-ce que l'homme dans ta vie communique consciemment? Ou est-ce que chaque conversation difficile devient une bataille que quelqu'un doit gagner? Signe 6. Il a fait son travail de guérison relationnelle. Le 6e signe qu'un homme t'aime vraiment est directement lié à quelque chose que Jung considérait comme essentiel: la capacité à reconnaître et transformer ces schémas répétitifs. Nous avons tous des schémas relationnels, des façons d'être en relation que nous avons apprises dans notre famille d'origine et que nous répétons inconsciemment dans nos relations adultes. Jung appelait cela la compulsion de répétition. Le problème, c'est que la plupart des gens entrent en relation sans avoir jamais examiné ces schémas. Ils répètent les mêmes dynamiques encore et encore, blâmant toujours l'autre personne, ne voyant jamais leur propre contribution au problème. Un homme qui a fait son travail de guérison relationnelle a pris le temps de regarder honnêtement ses relations passées. Il a identifié ses schémas. Il a reconnu les blessures non guéries qui les alimentent. Et il a fait le travail difficile de les transformer. Voici comment reconnaître un homme qui n'a pas fait ce travail. Il blâme toutes ses ex. Elles étaient toutes folles, toxiques, manipulatrices. Il n'a jamais de responsabilité dans l'échec de ses relations passées. C'est toujours la faute de l'autre. Il répète exactement les mêmes schémas dans chaque relation. Peut-être qu'il devient toujours étouffant et jaloux après 3 mois. Peut-être qu'il se retire émotionnellement dès que la relation devient sérieuse. Peut-être qu'il triche toujours quand les choses deviennent trop intimes. Il ne peut pas nommer ses déclencheurs. Il ne sait pas pourquoi certaines choses le mettent en colère ou l'effraient. Il réagit sans comprendre d'où vient sa réaction. Il attend de toi que tu le guérisses.
Il pense que le bon amour effacera magiquement toutes ses blessures. Il fait de toi sa thérapeute, sa mère, sa sauveuse. Maintenant, comparons cela avec un homme qui a fait son travail de guérison. Il peut parler de ses relations passées avec honnêteté et responsabilité. Il peut dire « Dans ma dernière relation, j'ai eu tendance à me retirer émotionnellement quand elle exprimait des besoins. J'ai réalisé que c'était mon mécanisme de défense pour éviter la vulnérabilité. J'ai travaillé sur cela en thérapie. » Il reconnaît ces schémas et travaille activement à les transformer. Il peut dire « Je remarque que je commence à faire cette chose ou je deviens distant. C'est un vieux schéma. Peux-tu me le signaler si tu le vois ?» Il a fait le deuil de ses relations passées et des illusions perdues. Jung parlait de l'importance du travail de deuil. Un homme qui a fait ce travail n'est pas amer ou cynique à propos de l'amour. Il a pleuré ce qui était perdu, a intégré les leçons et est prêt pour quelque chose de nouveau. Il a traité son traumatisme d'attachement. Qu'il ait un style d'attachement anxieux, évitant ou désorganisé, il a fait le travail pour le comprendre et le guérir. Il ne fait pas de toi le dépositaire de ses blessures d'enfance non résolues. Il comprend que la guérison est sa responsabilité, pas la tienne. Il ne s'attend pas à ce que ton amour le guérisse. Il sait que la seule personne qui peut le guérir, c'est lui-même. Laisse-moi te parler de Mathieu. Mathieu a eu 3 relations sérieuses avant de rencontrer sa femme actuelle, et les 3 ont suivi exactement le même schéma. Il rencontrait une femme. Les 3 premiers mois étaient magiques. Il était amoureux, attentionné, présent. Puis, dès que la relation devenait vraiment intime, dès qu'elle commençait à exprimer des besoins ou des attentes, il paniquait. Il commençait à chercher ses défauts. Il devenait critique, distant. Finalement, il trouvait une raison de partir ou sabotait la relation jusqu'à ce qu'elle le quitte. Après sa 3e rupture, quelque chose en lui s'est brisé. Il ne pouvait plus blâmer les femmes. Il ne pouvait plus prétendre que c'était juste de la malchance. Il a dû faire face à la vérité. C'était lui. Il avait un schéma, et jusqu'à ce qu'il le guérisse, il continuerait à le répéter. Mathieu est allé en thérapie. Il a plongé profondément dans son histoire. Il a découvert que son schéma venait de sa mère, qui avait été étouffante et contrôlante. À un niveau inconscient, dès qu'une femme se rapprochait trop, il paniquait, croyant qu'elle allait l'engloutir comme sa mère l'avait fait. Le travail de guérison a pris 2 ans. 2 ans de thérapie intense, de travail sur l'attachement, de traitement du traumatisme. Et pendant ces 2 ans, Mathieu n'a pas cherché de relation. Il savait qu'il n'était pas prêt. Il savait qu'il devait d'abord se guérir lui-même. Quand il a finalement rencontré sa femme, il était différent. Le vieux schéma a essayé de se réactiver après 3 mois, mais cette fois, il l'a reconnu. « Je remarque que je commence à me retirer », a-t-il dit à sa partenaire. « C'est un vieux schéma de peur de l'intimité. Je veux que tu saches que cela n'a rien à voir avec toi. Je travaille dessus. » Sa capacité à nommer son schéma, à prendre la responsabilité de celui-ci, et à travailler activement à le transformer, à créer un niveau de confiance et de sécurité dans leur relation que Mathieu n'avait jamais connu auparavant. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis 5 ans, et Mathieu dit que le travail de guérison qu'il a fait avant de la rencontrer a été le plus grand cadeau qu'il ait pu lui offrir. Parce que voici la vérité.
Tu ne peux pas construire une relation saine sur des fondations non guéries. Tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau si tu continues à répéter les vieux schémas. Tu ne peux pas aimer quelqu'un de manière mature si tu es encore gouverné par tes blessures non résolues. Alors, si tu rencontres un homme qui a fait ce travail, qui peut parler de ses schémas avec honnêteté, qui prend la responsabilité de sa guérison, qui ne fait pas de toi sa thérapeute ou sa sauveuse, chéris cet homme. Parce qu'il est rare et il est prêt pour quelque chose de réel. Signe 7. Il comprend la différence entre union sacrée et codépendance. Le 7e signe qu'un homme t'aime vraiment touche à l'un des concepts les plus profonds et les plus mal compris de la psychologie jungienne, le konjunktio, ou l'union sacrée. Jung a passé des années à étudier l'alchimie, non pas comme une science primitive de transformation des métaux, mais comme un système symbolique de transformation psychologique. Et l'un des concepts centraux de l'alchimie est le mysterium conjunctionis, le mystère de l'union sacrée. Mais qu'est-ce que l'union sacrée vraiment? Et comment est-elle différente de la codépendance? Dans notre culture, nous avons romantisé la codépendance et nous l'avons appelée amour. Tu es ma moitié. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu me complètes. Tous ces concepts que nous trouvons romantiques sont en réalité profondément dysfonctionnels. La codépendance, c'est quand deux personnes incomplètes se fusionnent dans une tentative désespérée de combler leurs vides intérieurs. C'est quand ton bonheur dépend entièrement de l'autre personne. C'est quand tu perds ton sens de soi dans la relation. C'est quand les frontières entre toi et l'autre deviennent si floues que tu ne sais plus où tu finis et où il commence. La codépendance se sent intense, elle se sent passionnée, elle peut même se sentir spirituelle. Mais c'est une fausse intimité, construite sur le besoin plutôt que sur le choix. Le konjunktio, l'union sacrée que Jung décrivait, est quelque chose de complètement différent. C'est l'union de deux personnes déjà entières, deux personnes qui ont fait leur travail d'individuation, deux personnes qui ne cherchent pas quelqu'un pour les compléter, mais quelqu'un avec qui créer quelque chose de plus grand que la somme de leurs parts. Jung disait que le vrai konjunktio n'est possible qu'après que chaque personne ait accompli ce qu'il appelait le hieros gamos intérieur, le mariage sacré intérieur. C'est l'intégration de ton propre masculin et féminin intérieur, de ta lumière et de ton ombre, de ton conscient et de ton inconscient. En d'autres termes, tu dois d'abord devenir entière en toi-même avant de pouvoir créer une véritable union sacrée avec quelqu'un d'autre. Alors, comment reconnaître la différence entre codépendance et union sacrée? Dans la codépendance, tu as besoin de l'autre personne pour te sentir complète. Dans l'union sacrée, tu choisis l'autre personne parce qu'elle enrichit une vie déjà complète. Dans la codépendance, tu perds ton identité dans la relation. Dans l'union sacrée, tu deviens plus pleinement toi-même grâce à la relation. Dans la codépendance, vous ne pouvez pas fonctionner séparément. Dans l'union sacrée, vous pouvez chacun être autonome, mais vous choisissez d'être ensemble. Dans la codépendance, l'amour se sent comme un besoin désespéré. Dans l'union sacrée, l'amour se sent comme une expansion joyeuse. Dans la codépendance, vous vous définissez l'un par rapport à l'autre. Dans l'union sacrée, vous vous soutenez mutuellement pour devenir qui vous êtes vraiment. Un homme qui comprend cette différence ne cherche pas une femme pour combler un vide en lui.
Il a déjà fait le travail de devenir entier. Il a développé une relation profonde avec lui-même. Il a cultivé son propre sens et de but. Il a appris à être heureux seul. Et de cet endroit d'intégrité, il choisit de partager sa vie avec toi. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il le veut. Pas pour échapper à la solitude, mais pour créer quelque chose de sacré. Laisse-moi te parler de Sophie et d'Antoine. Sophie a passé 10 ans dans une relation codépendante avec son ex. Leur vie était complètement entrelacée. Ils n'avaient pas d'amis séparés. Ils ne faisaient rien séparément. Ils se définissaient l'un par l'autre. Je suis la petite amie de Marc était devenue l'identité de Sophie. Quand cette relation s'est terminée, Sophie s'est effondrée. Elle ne savait pas qui elle était sans lui. Elle devait tout reconstruire depuis le début. Les 3 années suivantes ont été un voyage d'individuation profonde pour Sophie. Elle a redécouvert ses passions. Elle a cultivé ses propres amitiés. Elle a appris à être heureuse seule. Elle est tombée amoureuse d'elle-même. Au début, l'idée d'une nouvelle relation la terrifiait. Elle avait peur de se perdre à nouveau. Mais quand elle a rencontré Antoine, tout était différent. Antoine avait fait son propre travail. Il avait une vie riche et épanouissante. Il avait des passions, des amitiés profondes, un sens clair de son but. Il n'était pas à la recherche de quelqu'un pour remplir un vide. Quand ils ont commencé à se voir, Antoine a été clair. « Je veux construire quelque chose avec toi, mais je ne veux pas fusionner avec toi. Je veux que nous gardions nos identités séparées tout en créant une union sacrée. » Au début, Sophie ne comprenait pas. N'était-ce pas ce que signifiait l'amour, devenir un? Mais avec le temps, elle a compris la beauté de ce qu'Antoine proposait. Ils passaient du temps de qualité ensemble, mais ils avaient aussi du temps séparé pour leurs propres intérêts. Ils se soutenaient mutuellement, mais ils ne se définissaient pas l'un par l'autre. Ils créaient une vie ensemble, mais ils maintenaient leurs propres vies aussi. Et paradoxalement, cette relation se sentait plus intime que toutes les relations codépendantes que Sophie avait eues auparavant. Parce que c'était basé sur le choix authentique, pas sur le besoin désespéré. C'était basé sur 2 personnes entières, choisissant de co-créer quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. C'est ça, le conjunctio. C'est ça, l'union sacrée. Jung disait que le but ultime de la vie humaine est l'individuation, devenir qui nous sommes vraiment censés être. Et il croyait que dans une relation mature, les 2 partenaires se soutiennent mutuellement dans ce processus. Ce n'est pas « toi et moi, devenons un ». C'est « toi, deviens plus pleinement toi, je deviens plus pleinement moi ». Et ensemble, nous créons quelque chose de sacré qui honore nos 2 individualités. Alors demande-toi, est-ce que l'homme dans ta vie cherche à fusionner avec toi ou à co-créer avec toi? Est-ce qu'il a besoin de toi ou est-ce qu'il te choisit? Est-ce que votre relation te permet de devenir plus pleinement toi-même ou est-ce qu'elle t'oblige à te faire plus petite? Signe 8. L'amour comme pratique spirituelle quotidienne. Le 8e et dernier signe qu'un homme t'aime vraiment est peut-être le plus terre-à-terre et pourtant le plus profond. Il comprend que l'amour n'est pas un sentiment, c'est une pratique. Jung disait quelque chose de révolutionnaire sur l'amour. L'amour n'est pas une émotion, c'est une décision. Dans notre culture, nous avons romantisé l'amour comme un sentiment qui nous envahit, qui nous emporte, qui nous consume.
Nous parlons de tomber amoureux, comme si c'était quelque chose qui nous arrive, hors de notre contrôle. Et oui, il y a cette phase initiale de passion, ce que les psychologues appellent l'amour limerence. Les papillons, l'obsession, l'euphorie chimique, c'est réel, c'est puissant et c'est temporaire. Cette phase dure généralement entre 6 mois et 2 ans. Et quand elle se termine, beaucoup de gens pensent que l'amour est mort. Ils partent à la recherche de cette euphorie avec quelqu'un d'autre, commençant un cycle sans fin de relations qui ne dépasse jamais le stade de la passion initiale. Mais le véritable amour, l'amour mature, l'amour conscient, commence là où la passion initiale se termine. C'est là que l'amour comme pratique spirituelle commence. Un homme qui comprend cela ne base pas son engagement sur ce qu'il ressent dans l'instant. Il base son engagement sur une décision consciente de choisir l'amour, jour après jour, même quand ce n'est pas facile, même quand ce n'est pas euphorique. Voici comment cela se manifeste concrètement. Il se présente de manière cohérente, pas seulement quand c'est romantique ou excitant, mais dans les moments ordinaires, ennuyeux, difficiles. Il est là le mardi soir quand tu es malade. Il est là le dimanche matin pour faire les courses avec toi. Il est là dans la routine quotidienne de la vie. Son amour se montre dans les petites actions quotidiennes. Ce n'est pas les grands gestes romantiques une fois par an. C'est te faire du café le matin. C'est t'envoyer un message pendant la journée pour te dire qu'il pense à toi. C'est remarquer que tu es fatigué et prendre l'initiative de faire le dîner. C'est écouter vraiment quand tu lui parles de ta journée. Il garde ses promesses. S'il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. S'il s'engage à quelque chose, il honore cet engagement. Sa parole a du poids. Tu peux compter sur lui. Il protège la relation de manière proactive. Il ne laisse pas les problèmes s'accumuler jusqu'à ce qu'ils explosent. Il initie des conversations difficiles quand c'est nécessaire. Il propose des moments de connexion réguliers. Il traite la relation comme une pratique spirituelle qui nécessite attention et soin. Il choisit consciemment l'amour même dans les moments difficiles. Quand vous êtes en conflit, quand il est frustré, quand tu l'as déçu, il ne se retire pas son amour. Il reste présent. Il travaille à travers les difficultés. Il choisit l'amour même, quand c'est dur. Jung parlait de l'amour comme d'un processus alchimique de transformation. Ce n'est pas quelque chose de passif qui t'arrive. C'est quelque chose d'actif que tu crées, que tu cultives, que tu pratiques jour après jour. Dans les textes alchimiques que Jung étudiait, la transformation du plomb en or nécessitait un feu constant et attentif. Trop de chaleur et tout brûle. Pas assez de chaleur et rien ne se transforme. L'alchimiste devait être présent, attentif, ajustant constamment le feu. C'est une métaphore parfaite pour l'amour mature. Il nécessite une présence constante, une attention soutenue, des ajustements conscients. Ce n'est pas glamour, ce n'est pas toujours excitant, mais c'est ce qui transforme deux personnes et crée quelque chose de précieux et durable. Laisse-moi te parler de mes propres grands-parents. Ils ont été mariés pendant 62 ans, avant que mon grand-père ne décède. Et quand je les regardais ensemble, particulièrement dans leurs dernières années, j'étais témoin de l'amour, comme pratique spirituelle, dans sa forme la plus pure. Il n'y avait plus de passion ardente. Ils ne se regardaient plus avec des yeux d'étoiles. Mais l'amour était là, profond, stable, incassable. Mon grand-père avait une routine. Chaque matin, il se levait avant ma grand-mère
faisait du thé exactement comme elle l'aimait et le lui apportait au lit avec le journal. Il a fait cela tous les jours pendant 40 ans. Quand ma grand-mère est tombée malade avec la maladie d'Alzheimer, mon grand-père est devenu son soignant. Il l'aidait à s'habiller, la nourrissait, lui lisait des histoires qu'elle oubliait immédiatement et qu'il devait relire. Certains jours, elle ne se souvenait même pas qui il était. Je lui ai demandé un jour comment il faisait, comment il continuait à prendre soin d'elle quand elle ne le reconnaissait même plus. Il m'a regardé avec des yeux remplis d'une sagesse que seules des décennies d'amour pratiqué peuvent apporter, et il a dit « L'amour n'est pas ce que je ressens. L'amour est ce que je fais. » Je choisis de l'aimer aujourd'hui comme je l'ai choisi tous les jours depuis que je l'ai rencontré il y a 62 ans. C'est ça, l'amour comme pratique spirituelle. C'est une décision renouvelée chaque jour. Un engagement qui transcende les sentiments passagers. Une dévotion qui survit à toutes les tempêtes. Maintenant, je ne te raconte pas cette histoire pour dire que l'amour doit être un sacrifice pénible. Je te la raconte pour te montrer la profondeur, la beauté, la sacralité de l'amour qui est construit jour après jour, choix après choix. Parce que voici la vérité, l'amour papillon s'envole, l'amour passion s'éteint, l'amour obsession consume. Mais l'amour comme pratique spirituelle s'approfondit, il mûrit, il devient plus riche, plus profond, plus précieux avec le temps. Un homme qui comprend cela ne t'abandonne pas quand l'euphorie initiale s'estompe. Il ne part pas à la recherche de la prochaine dose de passion. Il s'engage plus profondément. Il choisit consciemment de cultiver l'amour avec toi. Et dans ce choix quotidien, quelque chose de miraculeux se produit. Un amour plus profond émerge. Pas l'excitation superficielle du début, mais quelque chose de bien plus précieux. Une intimité profonde, une confiance inébranlable, un partenariat sacré. L'intégration. Devenir l'amour que tu cherches. Maintenant que nous avons exploré les 8 signes qu'un homme t'aime vraiment, je dois te dire quelque chose qui va peut-être te surprendre, te déranger, ou même te bouleverser. La vraie question n'est pas « Est-ce qu'il m'aime vraiment ?» La vraie question est « Est-ce que je m'aime vraiment ?» Parce que voici ce que Jung savait, et ce que des décennies de psychologie moderne confirment. Nous n'attirons pas ce que nous voulons, nous attirons ce que nous sommes. Si tu n'as pas fait ton propre travail sur l'ombre, tu attireras des hommes qui n'ont pas fait le leur. Si tu n'as pas intégré ton propre animus, tu attireras des hommes qui n'ont pas intégré leur anima. Si tu ne crées pas de sécurité psychologique avec toi-même, tu accepteras des relations où cette sécurité n'existe pas. La loi de résonance est implacable. Tu vibres à une certaine fréquence et tu attires des gens qui vibrent à cette même fréquence. Alors si tu veux attirer un homme qui incarne ces 8 signes, tu dois d'abord les incarner toi-même. Fais ton propre travail sur l'ombre. Regarde tes parts sombres en face. Prends la responsabilité de tes propres déclencheurs, de tes propres schémas, de tes propres blessures. Intègre ton propre animus, ta masculinité intérieure. Développe ta force, ton assertivité, ta capacité à poser des limites, ta connexion à ta propre puissance. Crée de la sécurité psychologique avec toi-même. Apprends à tenir tes propres émotions avec compassion. Deviens ton propre parent sécurisant. Engage-toi dans ton propre processus d'individuation. Découvre qui tu es vraiment, en dehors des attentes des autres. Poursuis tes propres rêves, ta propre vocation,
ton propre but. Communique consciemment avec toi-même. Écoute ta voix intérieure. Honore tes besoins. Exprime tes vérités. Fais ton propre travail de guérison relationnelle. Regarde tes relations passées avec honnêteté. Identifie tes schémas. Guéris tes blessures d'attachement. Deviens entière en toi-même. Apprends à être heureuse seule. Crée une vie riche et épanouissante avant de chercher quelqu'un avec qui la partager. Pratique l'amour envers toi-même, quotidiennement. Pas de façon égoïste, mais de façon sacrée. Prends soin de toi, honore tes besoins, tiens tes promesses envers toi-même. Quand tu fais ce travail, quelque chose de magique se produit. Tu n'as plus besoin de chercher désespérément l'amour. Tu deviens l'amour. Et de cette place d'amour incarné, tu attires naturellement un amour qui te correspond. Et tu sais quoi? Si cet amour ne se manifeste pas immédiatement, ce n'est pas grave. Parce que tu as déjà l'amour le plus important, ton propre amour. Tu n'as plus besoin de quelqu'un d'autre pour te sentir complète. Et c'est précisément à ce moment-là, quand tu n'as plus besoin désespérément d'être aimé, que tu deviens capable de recevoir et de donner le véritable amour. Jung disait, « L'individu qui est capable de l'amour a atteint une liberté qui rend impossible tout attachement névrotique. » Traduction, quand tu t'es guéri, quand tu es devenue entière, quand tu t'aimes vraiment, tu ne tombes plus dans les relations toxiques. Tu ne tolères plus les miettes. Tu ne te contorsionnes plus pour être aimé. Tu reconnais immédiatement l'amour authentique et tu as le courage de rejeter tout ce qui est moins que cela. Pour celles qui sont encore en train de guérir, je sais que certaines d'entre vous qui m'écoutent en ce moment ne sont pas en relation. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps. Peut-être que vous venez de sortir d'une relation toxique. Peut-être que vous êtes en plein processus de guérison et que l'idée d'une nouvelle relation vous terrifie. Je veux te parler directement, à toi. Ta solitude en ce moment n'est pas une punition. Ce n'est pas parce que tu n'es pas assez bien. Ce n'est pas parce que tu es trop brisé. Ce n'est pas parce que personne ne t'aimera jamais. Ta solitude est sacrée, c'est ton chrysalide, c'est le cocon dans lequel tu es en train de te transformer. Jung appelait cela le téménos, l'espace sacré de transformation. Avant que le papillon n'émerge, il doit passer du temps dans l'obscurité du cocon, se dissolvant littéralement, se transformant au niveau cellulaire. C'est ce qui se passe pour toi en ce moment. Tu te transformes. Et cette transformation nécessite de la solitude, du temps, de l'espace pour te reconnecter à toi-même. Notre culture te dit que tu devrais être en relation, que quelque chose ne va pas si tu es seul, que ton but dans la vie est de trouver ton autre moitié. Tout cela est un mensonge. Ton but dans la vie est de devenir qui tu es vraiment. Ton but est l'individuation, pas le mariage. Ton but est de réaliser ton soi authentique, pas de trouver quelqu'un pour te compléter. Et parfois, souvent même, ce processus nécessite d'être seul, de vraiment faire face à toi-même sans les distractions d'une relation, de guérir tes blessures à la racine, pas de les couvrir avec un nouveau partenaire. Alors, si tu es seul en ce moment, embrasse-le. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du temps passé à attendre le bon. C'est du temps passé à devenir la bonne, à devenir celle que tu es censée être. Et quand tu émergeras de ce cocon, transformée, entière, radieuse de ton propre amour, l'amour que tu cherches te trouvera.
pas parce que tu l'as manifesté, ou parce que tu as fait les bons rituels, mais parce que tu vibres maintenant à la fréquence de l'amour authentique, et que cette fréquence attire naturellement son reflet. En attendant, sois douce avec toi-même. Ce voyage de guérison est le plus courageux que tu puisses entreprendre. Chaque jour où tu choisis de faire face à tes blessures plutôt que de les fuir dans une nouvelle relation, tu fais un acte de bravoure radical. Chaque jour où tu choisis de rester seul plutôt que d'accepter des miettes, tu honores ta valeur sacrée. Chaque jour où tu travailles sur toi-même, tu te rapproches de l'amour que ton âme désire. Tu n'attends pas, tu deviens. La déclaration d'empowerment. Si tu es encore ici avec moi, si tu as écouté jusqu'au bout, je veux que tu saches quelque chose. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas tombé sur cette vidéo par coïncidence. Il y a une raison pour laquelle ces mots résonnent en toi en ce moment. C'est parce que ton âme s'éveille. Ton âme dit « plus jamais je n'accepterai moins que l'amour authentique. Plus jamais je ne me ferai petite pour être aimée. Plus jamais je ne me perdrai dans une relation. » Tu es en train de te souvenir de qui tu es vraiment. Tu es en train de te souvenir de ta valeur sacrée. Tu es en train de te souvenir que tu mérites un amour qui honore chaque partie de toi. Et ce réveil, aussi douloureux soit-il, est un cadeau. Parce que tu ne peux pas créer quelque chose de nouveau tant que tu es encore endormi dans l'ancien. Tu fais partie d'un mouvement collectif d'éveil. Des millions de femmes à travers le monde sont en train de se réveiller en ce moment même, en train de refuser les schémas toxiques, en train de choisir la guérison, en train de s'engager dans leur propre individuation. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Nous sommes une famille d'âmes, toutes en train de nous éveiller ensemble, de nous soutenir mutuellement, de nous rappeler mutuellement notre lumière quand nous l'oublions. Alors je veux que tu fasses quelque chose pour moi, pour toi, pour toutes tes sœurs d'âme qui sont aussi sur ce chemin. Dans les commentaires ci-dessous, écris simplement « Je choisis l'amour authentique ». Pas pour moi, pour toi. C'est une déclaration. C'est un engagement envers toi-même. C'est une ligne dans le sable qui dit « À partir de maintenant, je n'accepte que l'amour qui honore mon âme. » Et quand tu verras les centaines, les milliers d'autres femmes qui ont écrit la même chose, tu sauras que tu n'es pas seul. Tu verras que nous sommes ensemble dans ce réveil. Et dans cette reconnaissance mutuelle, nous nous fortifions les unes les autres. Parce que c'est ça, la vraie magie. Ce n'est pas d'attirer un homme parfait. C'est de se souvenir de notre propre perfection, de notre propre complétude, de notre propre pouvoir sacré. La pratique d'intégration. Avant de nous quitter, je veux te donner une pratique concrète pour intégrer tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Ce soir, avant de te coucher, prends ton journal et écris sur ces 8 signes, mais d'une manière particulière. Ne te demande pas « Est-ce que l'homme dans ma vie incarne ces signes ?» Demande-toi plutôt « Est-ce que j'incarne moi-même ces signes ? Est-ce que je fais mon propre travail sur l'ombre ? Ou est-ce que je projette mes parts non guéries sur les autres ? Est-ce que j'ai intégré mon animus ? Ou est-ce que j'attends d'un homme qu'il incarne ma force pour moi ? Est-ce que je crée de la sécurité psychologique avec moi-même ? Ou est-ce que je me juge et me critique constamment ? Est-ce que je soutiens ma propre individuation ? Ou est-ce que je me sacrifie constamment pour les besoins des autres ? Est-ce que je communique consciemment avec moi-même
Ou est-ce que j'ignore mes propres besoins et émotions? Est-ce que j'ai fait mon travail de guérison relationnelle? Ou est-ce que je continue à répéter les mêmes schémas? Est-ce que je suis entière en moi-même? Ou est-ce que j'attends d'une relation qu'elle me complète? Est-ce que je pratique l'amour envers moi-même, quotidiennement? Ou est-ce que je ne prends soin de moi que quand il ne reste plus rien à donner aux autres? Sois brutalement honnête dans tes réponses. Pas pour te juger, mais pour voir clairement où tu en es dans ton voyage. Parce que la conscience est toujours la première étape de la transformation. Et puis, pour chaque signe où tu as identifié une zone de croissance, écris une petite action concrète que tu peux prendre cette semaine. Juste une petite étape. Parce que la transformation ne se fait pas en un jour. Elle se fait une petite action consciente à la fois. C'est ta pratique d'intégration. Et si tu la fais vraiment, avec honnêteté et engagement, elle va commencer à transformer ta vie. Le cadeau final. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu as écouté pendant tout ce temps. Et je veux honorer cet engagement que tu as pris envers toi-même en restant présente. Alors voici ma promesse pour toi. Ce que tu cherches te cherche aussi. L'amour authentique que ton âme désire existe. Il est réel. Et tu es digne de le recevoir. Mais le chemin pour y arriver n'est pas de chercher plus fort. Ce n'est pas de devenir plus parfaite. Ce n'est pas de te contorsionner pour mériter l'amour. Le chemin, c'est de revenir à toi-même. C'est de guérir tes blessures. C'est de t'aimer si profondément que tu ne peux plus tolérer quoi que ce soit, de moins que l'amour authentique. Et quand tu auras fait ce travail, quand tu seras devenu l'incarnation de l'amour que tu cherches, l'univers conspirera pour t'apporter un partenaire qui reflète cette fréquence. Mais même si cela prend du temps, même si le voyage est long, rappelle-toi ceci, tu n'attends pas, tu deviens, et le devenir lui-même est la destination. Tu n'es pas brisé, tu n'as jamais été brisé. Tu es en train de te réveiller, et ton réveil est le plus beau cadeau que tu puisses offrir à ce monde. Alors continue à faire le travail. Continue à choisir la conscience plutôt que le confort. Continue à choisir la guérison plutôt que la répétition. Continue à choisir ton âme plutôt que ton ego. Parce que tu es exactement là où tu dois être. Et chaque étape de ce voyage, aussi douloureuse soit-elle, te rapproche de la vérité la plus profonde, que tu es l'amour que tu cherches. Si cette vidéo a résonné en toi, si elle a touché quelque chose de profond dans ton âme, partage-la avec une amie qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi à cette chaîne pour plus de contenu sur la psychologie de Carl Jung et l'éveil spirituel. Et surtout, écris dans les commentaires « Je choisis l'amour authentique » pour te joindre à cette communauté d'âmes qui s'éveillent ensemble. Rappelle-toi, tu n'es pas en train d'attendre ton amour. Tu es en train de devenir ton amour. Et c'est le plus beau voyage de tous. Je t'honore, je te vois et je crois en toi. Jusqu'à la prochaine fois, continue à t'éveiller, continue à guérir, continue à t'aimer. Tu n'es pas brisé, tu es en train de percer.